Il a fait rire des millions de personnes, mais a laissé très peu de gens entrer dans son intimité. Francis Blanche était un maître du déguisement, pas seulement sur scène, mais dans la vie. Il ne parlait qu'à travers des personnages, se souvenait un collègue. Un autre le décrivait comme un homme entouré de miroirs, mais sans jamais une fenêtre. Aux yeux du public, il était une intelligence en mouvement, absurde, incisif, inoubliable. Mais ceux qui le connaissaient vraiment peinaient à dire qui il était, au fond. Il ne donnait pas l'amour, disait l'un de ses enfants, il le mettait en scène. Derrière les sketchs surréalistes et une production incessante se cachait un homme qui se défaisait. En silence, en privé, bien plus tôt que la plupart ne l'ont compris. Voici la vie et la mort tragique de Francis Blanche. Un enfant prodige promis au rire. Francis Jean Blanche est né en 1921 dans le 11e arrondissement de Paris. Il était le fils de Louis Blanche, comédien de théâtre réputé et notoirement strict, et le neveu du peintre Emmanuel Blanche. La famille Blanche appartenait à une longue lignée d'artistes et de gens de scène, avec au moins 4 générations impliquées dans la vie culturelle française. Plongé dans cet univers dès la naissance, Francis a assimilé le langage du spectacle avant même que la plupart des enfants n'entrent à l'école. Ses dons intellectuels se manifestent très tôt. À 14 ans, il a déjà obtenu le baccalauréat, devenant alors le plus jeune diplômé de France. Les témoignages de l'époque le décrivent comme un élève brillant mais rebelle, capable d'amuser ses camarades tout en exaspérant ses professeurs par son humour incessant et son goût de la provocation. Sa verve naturelle s'exprimait déjà en classe, où il composait de courts monologues théâtraux ou récitait ses propres fables satiriques pour divertir les autres. Il n'était pas seulement un prodige scolaire, c'était un improvisateur verbal, un forçat des mots, un interprète par instinct. Cette inclination pour la satire et le masque est rapidement devenue sa signature publique. Très jeune, Blanche fréquente les cafés parisiens, les cabarets et les salons littéraires, s'intégrant à un milieu d'avant-garde peuplé de chansonniers, de penseurs et d'artistes surréalistes. Ses premières tentatives professionnelles se tournent surtout vers l'écriture, poèmes humoristiques, nouvelles surréalistes, paroles de chansons. Dès le début des années 1940, il collabore déjà avec plusieurs grandes figures de l'époque, dont Charles Trenet, Édith Piaf et Tino Rossi. Parmi ses premiers succès figurent les paroles françaises de Bésame mucho et Débit de lait, débit de l'eau, coécrits avec Trenet. Ces textes mêlaient l'absurde et la tendresse d'une manière qui allait devenir sa marque de fabrique. Parallèlement, il s'impose sur scène et à la radio. Ses débuts dans les cabarets sont suivis d'une invitation à rejoindre les Branquignoles, la troupe de théâtre absurde dirigée par Robert Derry. Là, le mélange d'humour physique, d'improvisation et de jeux de mots acérés de Blanche trouve pleinement sa place. Ses prestations attirent l'attention de Jacques Canetti, découvreur de talent et impresario majeur, qui présente Blanche au comique Pierre Dac vers 1950. Leur rencontre marque le début de l'un des duos les plus emblématiques de l'humour français d'après-guerre. Ensemble, Dac et Blanche inventent une nouvelle forme d'absurdisme radiophonique. Leur collaboration donne naissance à Sans issue, au long sketch surréaliste Le Tsar Rabindranath Duval, et surtout au feuilleton culte signé Furax, diffusé en 1034 épisodes sur Europe 1 entre 1956 et 1960. Cette parodie d'espionnage labyrinthique, peuplée d'agents doubles, de sociétés secrètes et de forces surnaturelles, devient un véritable phénomène culturel. Leur voix, leurs jeux de mots, leurs personnages inventés et leur satire politique séduisent toute une génération. À une époque où la télévision reste rare, l'émission rassemble des millions d'auditeurs et la voix de Blanche devient l'une des plus reconnaissables des foyers français. Pendant que la France rit, Blanche, lui, ne s'arrête presque jamais. Scène, radio, cinéma, il règne sur les 3. Il tourne dans 123 films en 20 ans, incarnant des bureaucrates névrosés, des méchants absurdes, des poètes torturés. Ses rôles dans Babette s'en va en guerre,
Les tontons flingueurs ou les barbouzes deviennent cultes, sans jamais l'enfermer dans un registre unique. Il pouvait être notaire, nazi ou fou avec le même génie. Il transforme Beethoven en chanson sur des pinces à linge. Il parodie Schubert jusqu'à faire pleurer de rire. Dans ses collaborations avec des groupes comme les Frères Jacques ou les Quatre Barbus, il détourne la musique classique sans jamais la mépriser. Il aimait ce qu'il moquait. C'était là le secret. Mais le succès n'apaise jamais son agitation intérieure. Après l'échec de sa tentative de réalisation avec Tartarin de Tarascon en 1962, Blanche est inconsolable. Il y voit le signe d'une vérité plus profonde sur lui-même, quelque chose d'irrémédiable. Cet échec le hante plus que n'importe quelle critique. Quand les autres passent à autre chose, Blanche se tait. Il écrit sans relâche, près de 600 chansons, des pièces surréalistes, de la satire politique, des opérettes absurdes. Il pouvait écrire un poème dans un taxi et un succès dans un bar. Le prisonnier de la tour est rédigé en route pour aller voir Piaf. Mais plus il créait vite, plus il semblait tenter de distancer quelque chose. Quand l'humour devint un mur. Il n'était pas fait pour la stabilité domestique, et ceux qui vivaient près de lui l'avaient compris très tôt. Francis Blanche organisait sa vie privée de la même manière que son travail, en compartimentant, en superposant, sans jamais s'engager totalement dans une seule version de lui-même. Au fil des années, il entretint au moins 4 relations amoureuses de longue durée en parallèle, parfois ouvertement, parfois au moyen de tromperies soigneusement orchestrées. Des amis se souvenaient de soirées où Blanche arrivait à une avant-première ou à un dîner accompagné d'une femme, avant qu'une autre n'apparaisse plus tard, ignorant tout de la première. Il possédait une capacité extraordinaire à charmer, désarmer et détourner les soupçons par l'humour. Ce qui ressemblait à une séduction légère relevait en réalité d'une discipline logistique rigoureuse. Sa vie affective était gérée comme une mise en scène. Cette même tendance à compartimenter et à contrôler chaque aspect de son existence s'étendait directement à son rôle de père, même si le mot « rôle » est ici essentiel. Blanche eut 3 enfants, Jean-Marie, Dominique et Barbara, issus de contextes amoureux différents, la structure familiale la plus stable étant celle formée avec Arlette, la femme qui éleva les 3, et que le cercle intime de Blanche appelait simplement la mère des enfants. Elle ne fut jamais reconnue officiellement comme épouse, ni même comme compagne publique. Elle jouait plutôt le rôle d'ancrage logistique, une présence discrète et constante qui assumait les exigences du quotidien et de l'éducation, tandis que Blanche demeurait émotionnellement et physiquement insaisissable. Selon les témoignages de ses enfants recueillis plus tard dans des interviews et des documentaires, Blanche était loin d'être affectueux. À la maison, il imposait des rituels et des routines qui semblaient plus théâtrales que familiales. L'une des règles quotidiennes exigeait que les enfants lui baisent la main chaque matin en signe de respect. Une habitude peut-être héritée de son éducation théâtrale rigide, mais sans fondement réel dans une parentalité moderne. La chaleur était remplacée par la discipline. Il accordait une valeur extrême à la réussite intellectuelle et aux performances d'AB scolaires, exigeant d'excellents résultats sans offrir d'encouragement. Les activités artistiques étaient tolérées, surtout si elles reflétaient ses propres intérêts. Mais l'atmosphère générale du foyer reposait sur l'obéissance formelle, non sur le soutien émotionnel. Le climat affectif était décrit comme froid et hiérarchisé. L'approche de Blanche envers la paternité n'était pas abusive physiquement, mais profondément contrôlante et distante. Les compliments, lorsqu'ils existaient, étaient stratégiques, utilisés davantage comme outil de comportement que comme reconnaissance sincère. Il corrigeait souvent ses enfants en public, et leurs opinions personnelles ou besoins émotionnels étaient rarement invités dans la conversation. L'atmosphère, comme l'a rappelé plus tard un ami de la famille, ressemblait à la vie en coulisses d'une production sans fin où personne ne pouvait quitter son personnage, pas même les enfants. Les repas familiaux et les échanges étaient marqués par son comportement performatif. Il monopolisait la parole,
imitait des voix ou se lançait dans des monologues proches du sketch, transformant même les moments ordinaires en scène, pour son propre divertissement. Les enfants étaient souvent déstabilisés par la frontière floue entre sincérité et représentation. Cette ambiguïté eut des effets psychologiques durables. L'un d'eux déclara plus tard « Il ne savait pas vraiment être avec nous sans public ». Les récits de collègues et d'amis de la famille compliquent encore le portrait. Certains décrivent Blanche comme étonnamment généreux, donnant de l'argent à des collaborateurs en difficulté, veillant à ce que techniciens et auteurs soient correctement payés, multipliant les gestes soudains et parfois extravagants de bonté. Mais d'autres, surtout ceux qui travaillaient avec lui sur un plan personnel, voyaient un homme profondément fuyant face à l'intimité émotionnelle. Il disparaissait souvent pendant de longues périodes, non par cruauté, mais par instinct de survie. Il ne savait tout simplement pas fonctionner dans des environnements exigeant une vulnérabilité prolongée. Beaucoup s'accordèrent sur un point. Blanche avait du mal à être immobile. Il évitait les moments non écrits. Même ses loisirs étaient étroitement orchestrés, remplis de distractions, de nouveaux projets d'écriture ou de canulars élaborés. L'énergie créative qui électrisait sa carrière le rendait émotionnellement imprévisible à la maison. En tant que père, il ne pouvait offrir ni constance, ni douceur, ni véritable présence. Son génie d'amuseur s'est payé au prix d'une proximité humaine réelle. Et à mesure que ses enfants grandissaient, le vide affectif qu'il laissait devenait de plus en plus impossible à ignorer. Un consensus grandissant parmi ses proches voulait que Francis Blanche vive sous une pression intérieure constante. Ses habitudes de travail étaient compulsives, plus que simplement productives. Il écrivait tard dans la nuit, dormait par intermittence et passait souvent d'un projet à l'autre sans repos. Ses journées étaient morcelées par les répétitions, les enregistrements, les réunions et les séances d'écriture, laissant peu de place à la récupération. Il évitait les routines imposant discipline ou limites, surtout lorsqu'elles venaient de l'extérieur. Toute structure évoquant la fragilité, horaires médicaux, régime contrôlé, repos fixe, était rejetée presque instinctivement. Blanche avait été diagnostiquée diabétique relativement tôt, probablement de type 1, mais il n'intégra jamais la maladie dans un mode de vie durable. Les suivis médicaux étaient irréguliers, les traitements à l'insuline inconstants, les conseils alimentaires largement ignorés. Ses amis se souvenaient qu'il considérait la maladie comme une gêne plutôt que comme une affection chronique sérieuse. Il détestait l'idée de surveiller son corps ou de devoir rendre des comptes à des médecins. À ses yeux, la maladie impliquait dépendance et perte de contrôle, deux états qu'il refusait d'accepter. Il préférait le déni, l'humour et le surmenage pour maintenir l'illusion de l'invulnérabilité. Ces tensions devinrent parfois visibles à travers des épisodes publics ensuite racontés comme des plaisanteries. L'exemple le plus célèbre reste sa décision de régler d'importants arriérés fiscaux en pièces de centimes, transportés dans des caisses par des amis et collaborateurs. À l'époque, l'épisode fut présenté comme un canular, une provocation moqueuse envers la bureaucratie. Mais ceux qui connaissaient la situation y voyaient autre chose, une désorganisation financière persistante, une fuite des responsabilités administratives et une anxiété croissante face à la perte de contrôle. L'humour masquait une instabilité plus profonde, échéances manquées, obligations impayées et une difficulté croissante à gérer les affaires pratiques. Le mode de vie de Blanche demeura nomade et fragmenté. Il changeait fréquemment de résidence, entretenait des relations personnelles qui se chevauchaient et passait sans cesse d'une identité créative à une autre. Les périodes de calme étaient évitées. Le silence était immédiatement comblé par l'activité, la conversation ou la performance. L'humour ne fonctionnait pas seulement comme un art public, mais comme un mécanisme de défense privée, destiné à détourner l'inquiétude, étouffer l'inconfort et empêcher l'introspection. Au début des années 1970, ce système commençait à se fissurer. Son état physique se dégradait visiblement, alors même qu'il insistait pour maintenir le rythme. L'ironie n'échappait pas à son entourage.
Blanche exigeait discipline, précision et rigueur de ses collaborateurs et de sa famille, mais n'en appliquait aucune à sa propre santé ni à sa stabilité. L'écart entre son énergie extérieure et sa détérioration intérieure se creusait, et il refusait de le reconnaître. Un effondrement sans rappel. Francis Blanche est mort le 6 juillet 1974, dans le 15e arrondissement de Paris. Il avait 52 ans. La cause officielle fut une crise cardiaque, brutale et fatale. Mais pour ceux qui le connaissaient intimement, ce ne fut pas une surprise. Depuis des années, Blanche vivait avec un diabète de type 1, une maladie qu'il négligeait systématiquement. Il résistait au suivi médical, sautait ses injections d'insuline, ignorait les contraintes alimentaires et rejetait toute suggestion de ralentir. Son hostilité envers les médecins révélait un refus plus profond d'accepter la vulnérabilité. Pour lui, la maladie signifiait la dépendance, et la dépendance était intolérable. Au cours de la dernière année de sa vie, les signes de déclin physique devinrent de plus en plus visibles. Des amis remarquèrent une perte de poids erratique, des étourdissements et une fatigue récurrente. Il se plaignait parfois de douleurs thoraciques, mais continuait à travailler sans interruption. Plus tard, certains collègues dirent qu'il savait que son état s'aggravait, mais qu'il avait choisi le silence. La maladie était évacuée par la plaisanterie, intégrée à l'humour, maintenue hors scène. En réalité, des années de stress, de sommeil irrégulier, de tabagisme et de diabète non maîtrisé avaient créé une crise cumulative. Sa mort provoqua une onde de choc dans le monde artistique français, mais son impact le plus profond se fit sentir chez Pierre Dac, son plus proche collaborateur et alter ego créatif. Leur partenariat avait façonné l'humour radiophonique d'après-guerre, fondé sur le rythme, la contradiction et un absurde partagé. Après la disparition de Blanche, Dac se retira presque complètement de la vie publique. Des interviews furent annulées, des projets abandonnés. Il mourut quelques mois plus tard, au début de l'année 1975. Pour ses proches, la perte ne fut pas seulement émotionnelle, mais structurelle. Sans Blanche, l'équilibre de leur univers commun s'était effondré. Blanche fut enterrée à Èze, face à la Méditerranée, loin de Paris. Sa tombe porte une dernière phrase caractéristique de son humour. « Laissez-moi dormir, j'étais fait pour ça ». L'inscription se lit comme une plaisanterie, mais aussi comme une résignation. Même dans la mort, l'ironie remplaçait l'aveu. La réaction du public à son décès fut discrète. Pas de grand hommage national, pas d'adieu télévisé. Son œuvre perdura, mais sa disparition se déroula dans le calme, à l'image de sa vie, extrêmement visible, mais personnellement inaccessible. Ce qui resta irrésolu fut la question de ce qu'il avait été au-delà de la performance. Blanche avait bâti sa carrière sur le déguisement. Des voix, des personnages, des identités absurdes superposées à l'infini. En interview, les questions personnelles étaient détournées par des jeux de mots. La réflexion était remplacée par l'invention. Même ses proches reconnaissaient ne l'avoir jamais vue sans défense. Cette ambiguïté apparut clairement des années plus tard dans des documentaires comme Les 100 vies de Francis Blanche qui tentèrent de reconstruire l'homme derrière les rôles. Réalisateurs, acteurs et compagnons arrivèrent à la même conclusion. Blanche ne parlait jamais directement de lui-même. Il exprimait tout à travers des personnages. Un producteur le décrivit comme un homme entouré de miroirs, mais sans jamais une fenêtre. Son écriture était prolifique, mais rarement confessionnelle, riche en inventions, pauvre en révélations. Pourtant, ses inventions lui survécurent. Ses sketchs continuent de circuler. Ses chansons restent présentes dans le répertoire français. Sa voix, précise, agile, immédiatement reconnaissable, résonne encore auprès de nouvelles générations qui étudient son travail et tentent d'en décoder les mécanismes. Il demeure un trait d'union entre les époques, de l'anarchie du cabaret à la satire structurée, de l'absurdisme d'après-guerre à la comédie sociale moderne. Il transforma le non-sens en signification. Mais sous cette brillance persistait une solitude tenace. Aucun tonnerre d'applaudissements ne la résolut. Aucune productivité ne l'effaça.
Blanche avait un jour déclaré qu'il préférait le vin d'ici à l'au-delà. C'était une plaisanterie, comme toujours, mais aussi un avertissement qu'il ne s'autorisa jamais à entendre. Francis Blanche a laissé derrière lui des centaines de sketchs, de chansons et de personnages, mais l'homme qui les a créés demeure insaisissable. Il fit rire la France avec une précision chirurgicale, tout en semblant incapable de se montrer sans masque. Son génie était indéniable, tout comme la solitude qui l'accompagnait. Au final, ce ne fut pas seulement la maladie qui l'emporta, ce fut le refus de ralentir, d'être vulnérable, de laisser la représentation s'achever. Et vous, qu'en pensez-vous? Francis Blanche était-il un génie comique perdu dans sa propre invention, ou un homme discrètement écrasé par les attentes qu'il avait lui-même créées? Dites-le nous en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres chapitres méconnus de vies emblématiques.